le ministère de l'Éducation, les cégeps sont sous la gouverne du ministère de l'Éducation. Donc, il peut imposer ce que lui veut, alors que les universités sont indépendantes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas assujettis à la loi, au contraire, mais ils ont des exigences académiques qui doivent être validées, en particulier pour le diplôme de l'enseignement. C'est le ministère de l'Éducation qui lui-même fixe ces balises-là. Il l'impose à l'université. Il dit le TECFI, il est géré à l'université. Ils ont le droit à du temps supplémentaire, ils ont le droit à localiser. Ils n'ont pas le droit à ça. Donc là, on serait dans le compromis. Les étudiants disent oui, mais moi je veux le logiciel, oui, mais malheureusement. Disons qu'un étudiant Il pourrait, mais j'en ai pas vu. Et ça serait entendre, mais je suis pas sûr que ça serait. Il y en a qui prennent à la commission des droits de la personne actuellement, mais pas sur ça. Beaucoup sur la santé mentale. La perception qui est erronée, des puissants fonds de demande. Quand le conseiller finit par dire non, ça s'arrête là. Là, oups, on n'est pas content. Mais l'accommodement raisonnable, c'est un concept qui va démontrer que tu as fait un compromis. Le compromis, c'est que tu as droit à antidote pour tes cours. Pour les examens, tu as droit à du local et un temps supplémentaire. Donc, on est dans un compromis. C'est pas parce que toi, tu veux le logiciel qu'on va te dire oui. Moi, je ne suis pas un juge pour être tranché. Mais posez la question cet après-midi. Après, à 11h, on ne prendra pas trop de temps. On va commencer, si vous voulez bien. Puis à 11h, on va dire. Mais je vais laisser. La chute de la session. Bon, bien, je pense qu'on n'a pas besoin du micro. La salle n'est pas si grande qu'on est dans le monde. Écoutez, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. En fait, j'ai peut-être plus qu'un chapeau. Sylvain va introduire parce que, comme vous voyez, on m'a demandé de représenter les doyens au comité des étudiants en situation de handicap. Mais à la base, c'est ça, je suis orthopédagogue, psychoéducatrice. J'ai été longtemps en milieu communautaire et scolaire avant d'être à l'université. Donc, j'ai, je vous dirais, une sensibilité à toutes les questions, notamment de l'orthopédagogie, de l'adaptation scolaire également en général. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait regarder ensemble brièvement les enjeux. La question des orthopédagogues aussi au Québec. Je pense que c'est important qu'on regarde peut-être de façon un petit peu plus large aujourd'hui parce qu'il y a eu des enjeux qui ont bougé beaucoup, notamment l'an dernier, pour ceux qui ont suivi le fameux dossier du guide explicatif de la loi 21. Les enjeux de formation en orthopédagogie également parce que ça a une incidence ça aussi là, sur la nature des services qui peuvent être offerts en orthopédagogie. La contribution, évidemment, des orthopédagogues vers les universités, qui est le cœur de la présentation d'aujourd'hui, et quelques éléments de conclusion. Donc, je trouve ça toujours intéressant, comme Sylvain, surtout quand on a la chance d'avoir un groupe qui n'est pas si nombreux, de savoir qui sont les personnes, qu'est-ce qu'elles font. Donc, on a pu vérifier cet élément-là dès le départ. Ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des participants, de la formation. Moi, peut-être une déformation professionnelle. Je m'intéresse beaucoup à toute la question du développement professionnel, notamment des enseignants, parce que, où est-ce qu'on parle de milieu, quand on se situe dans un contexte de théâtre, peut-être pour faire un lien avec Sylvain, les différents acteurs ont des rôles qui sont définis de par la structure même de leur rôle, mais tout ça toujours en interaction avec les autres acteurs avec lesquels ils évoluent. Donc, on a parlé ce matin des orthopédagogues, notamment dans cette présentation-ci, mais tantôt, quand on parlait, certains viennent justement du travail social, d'autres de la psychologie, psychoéducation, d'autres milieux également. On voit qu'il y a là je dirais une certaine stabilité au niveau des types de personnes qui s'intéressent à la question de l'aide aux personnes en situation de handicap. Ça, c'est une nouvelle façon que j'ai eu d'apprendre, parce que nous, en milieu scolaire, souvent, on va parler plus de HVA, les élèves handicapés ou ayant des difficultés d'apprentissage. À l'université, on évolue, on voit qu'il y a d'autres types de formulations qui sont utilisées, avec des référents aussi particuliers. Je pense que là aussi, la diversité vient enrichir nos représentations, c'est fort intéressant. Je me demandais, justement, dans une perspective, je vous dirais, de démarche collective ce matin au regard de l'orthopédagogie, selon vous, selon vos différents horizons, qu'est-ce que c'est un orthopédagogue pour vous? Ça
question-là identitaire est quand même importante, je vous dirais, en 2013. Est-ce qu'il y en a qui ont une représentation très claire de ce que c'est l'orthopédagogie ou une représentation plus floue, qui serait d'accord à la partager là, avec le groupe? Oui, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est une personne qui vient en soutien. Par exemple, parce que je l'ai vécu avec un de mes enfants à l'école, donc, qui était en trouble d'apprentissage au niveau de la lecture. Donc, l'orthopédagogue est venu en soutien à cet enfant-là, en dehors des heures régulières de classe. D'accord. Merci, madame. Oui, tantôt, je voyais la dame du Cégep Saint-Laurent. Ah, oui, mais moi, je fais juste dire c'est d'enseigner différemment. Enseigner différemment. D'autres personnes? Je pense Oui. que c'est aussi de bien comprendre et de bien saisir, justement, pour accompagner, soutenir vraiment quel est le problème que vit la personne. Parce que maintenant, c'est vrai que on le sait, c'est des élèves, hein, c'est toujours la représentation que nous avons eue. En fait, l'apprenant, puis ça peut être à différents âges. Puis je pense même que dans une société évolutive dans laquelle on vit, où les gens vivent de plus en plus vieux, ça pourrait même aller à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment aussi quelqu'un qui a une spécialité pour bien définir ce qu'est le trouble, le problème. Merci, Dolores. Oui? Ça va pas dans le même sens des autres. Beaucoup de spécialistes développer une stratégie compensatoire au niveau de l'enseignement, au niveau de l'apprentissage. Comment apprendre tout ce qui est la stratégie, je pense que c'est des spécialistes là-dedans. Oui, de toutes sortes de façons. C'est intéressant, vous nommez bien dans la même phrase enseignement et apprentissage. Oui. Dans les deux, Les deux, oui, pour moi, c'est les deux. C'est bon. Oui? Ben, il y a un processus d'évaluation derrière tout ça avant de développer et d'intégrer. Absolument. Pour intervenir de façon adéquate, il faut bien connaître justement la nature du besoin. Donc, maintenant, je vous amènerai au dernier point. Est-ce que pour vous autres, c'est quelque chose qui est naturel, qui est connu, que la contribution des orthopédagogues dans les universités? Moi, je vous dirais que ça fait pas tant d'années que ça que je suis informée finalement de ce type de service-là. Est-ce que si levez la main ceux pour qui d'entrée de jeu, là, c'était normal, puis vous êtes au courant qu'il y a des services en orthopédagogie dans les universités? Donc, pas tant que ça. Donc, levez la main ceux qui, je vais être bien certaine d'avoir bien saisi, levez la main ceux qui, pour qui c'est assez nouveau que cette idée de service en orthopédagogie à l'université. Ah, bon, c'est pas mal intéressant. Donc, on voit qu'on est dans un terrain émergent. Il y a des clientèles émergentes, puis on voit qu'il y a des services émergents aussi. Je pense que ce serait le lien entre les deux. Écoutez, les orthopédagogues n'ont pas d'ordre professionnel, en tout cas du moins pour le moment. Il y a actuellement des démarches qui se font à cet égard-là. Je ne saurais pas vous dire où elles en sont. Je vous dirais que ça fait plusieurs années que les démarches sont entreprises, puis notamment dans le cadre des travaux du guide explicatif de la loi 21 l'an dernier, où ça a été bien dit que les personnes qui ont des difficultés, incluant des troubles d'apprentissage, sont quand même des personnes avec une certaine vulnérabilité, d'où finalement le besoin que les personnes qui interviennent auprès d'elles aient une formation qui soit bien balisée et des conditions d'exercice aussi de la profession qui, elle aussi, soit bien balisée, comme c'est déjà le cas en travail social, notamment, où il y a une maîtrise à l'heure actuelle pour faire partie de l'ordre des travailleurs sociaux. En orthophonie, c'est le cas également. En psychoéducation, c'est la maîtrise depuis quelques années. Et du côté des psychologues, on le sait maintenant, c'est le doctorat. Alors qu'au niveau de l'orthopédagogie, je vous dirais que pour l'instant, c'est un grand vide. Donc, il y a par ailleurs une association des orthopédagogues du Québec qui, elle, existe depuis plusieurs décennies. Puis, je vous ai repris ici la définition qu'il donne de l'orthopédagogie, parce que je me suis dit, c'est beau de dire, on parle de service en orthopédagogie à l'université, mais qu'est-ce que c'est au juste d'un orthopédagogue, puis qu'est-ce que ça fait, comment c'est formé. Donc, on voit que c'est ils l'ont mis au féminin parce qu'il y a beaucoup plus de femmes orthopédagogues quand même que d'hommes.
je l'ai laissé finalement au féminin, auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes qui apprennent différemment. Ça, je vous dirais que c'est quand même nouveau. Moi, j'ai fait compléter mon bac en orthopédagogie à l'Université de Montréal en 80 déjà. Puis, à ce moment-là, il n'était pas du tout question d'intervenir auprès des adultes. C'était vraiment auprès, essentiellement, je vous dirais, d'enfants, puis un peu d'adolescents. Mais même encore aujourd'hui, si vous allez en milieu scolaire, beaucoup d'orthopédagogues au niveau du préscolaire primaire d'abord, ça commence du côté du préscolaire à cause de tous les enjeux liés à la prévention. Puis au niveau du secondaire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin, mais il y a beaucoup moins d'orthopédagogues qui commencent à y en avoir davantage. Il s'intéresse au développement global de l'apprenant dans le cadre de ses fonctions appelées à prévenir. Comme je vous le dis, là, il y a des développements de ce côté-là. Identifier, corriger les difficultés, incluant les troubles d'apprentissage, parce qu'on sait qu'une difficulté n'est pas nécessairement un trouble. La difficulté en caractère qui est plus passager, qui peut être finalement prévenu, enrayé, éliminé, alors que le trouble a cette caractéristique-là de permanence. Donc, une difficulté peut inclure un trouble, mais une difficulté n'est pas nécessairement un trouble, mais un trouble est souvent associé à des difficultés. Donc, l'orthopédagogue aussi cherche à éveiller l'apprenant sur sa propre style d'apprentissage afin qu'il actualise ses stratégies cognitives, affectives, développe finalement sa confiance en lui. Au niveau des orthopédagogues, toujours, ils dépistent, entendu que certains parmi vous en ont fait mention, identifient, évaluent les difficultés et les troubles d'apprentissage scolaire dans le domaine du langage parlé et écrit, lecture, écriture, je vous dirais, les troubles du langage oral étant vraiment essentiellement finalement la responsabilité des orthophonistes. Au niveau des orthopédagogues, c'est beaucoup la lecture, l'écriture, les mathématiques et les processus aussi génériques d'apprentissage. Donc, va travailler aussi directement auprès de la personne qui a des difficultés ou des troubles, mais peut aussi travailler avec notamment l'enseignant, soit à différents ordres d'enseignement, dans un rôle plus d'accompagnateur. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va le dire. D'ailleurs, les syndicats sont très chafouilleux à ça. Ils n'aiment pas du tout, au niveau des syndicats des enseignants, que l'orthopédagogue dise quoi faire à l'enseignant. Non, puis ils n'aiment pas une relation, je dirais, qui soit hiérarchique. C'est vraiment dans une relation, finalement, de collégialité. Va justement travailler avec l'enseignant et d'autres professionnels également, souvent orthophonistes, psychologues, travailleurs sociaux, donc les parents également. C'est important aussi souvent de voir que l'orthopédagogue est beaucoup centré sur la personne et non pas le programme comme tel, bien que évidemment le programme soit toujours présent. Il peut conseiller au niveau de l'achat d'équipements, de matériel didactique ou informatique, d'aménagement de locaux. Évidemment, c'est un professionnel qui, comme tous les autres professionnels, doit être au courant de l'évolution des connaissances issues de la recherche, puis veiller finalement à un transfert de connaissances dans sa pratique de ces connaissances-là. Donc, l'idée de formation initiale et évidemment de formation continue ici. Donc, l'orthopédagogie date au Québec de la fin des années 60. Ça a été créé à l'Université de Montréal. Puis, par la suite, attendez un petit peu, c'était le baccalauréat qui donnait accès à la profession. En 2001, le ministère de l'Éducation a sorti un référentiel avec des compétences pour la formation des enseignants et a demandé que disparaissent les baccalauréats en orthopédagogie. Donc, depuis le début des années 2000, la formation en enseignement, je vous dirais, s'est beaucoup consolidée autour justement d'une approche par compétences, alors que, curieusement, la formation en orthopédagogie est disparue, ce qui est assez particulier. Puis, les gens considéraient que l'enseignement d'adaptation scolaire prenait le relais, alors que c'est pas tout à fait la même chose, parce que l'enseignement d'adaptation scolaire prépare à toutes les catégories d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, alors que le propre des orthopédagogues, comme on vient de le voir, c'est vraiment au regard des personnes qui ont des difficultés incluant des troubles d'apprentissage. Donc, on s'est retrouvé comme si en milieu médical, on continuait de former les hôpitaux continuaient d'embaucher des cardiologues, mais sans que finalement il n'y ait plus de formation en cardiologie dans les universités. Au niveau des baccalauréats en médecine, des doctorats en médecine, on sait que c'est un doctorat de premier cycle, il y a une initiation à la cardiologie, mais plus vraiment
de formation spécifique. Donc, nous, ça nous chicotait pas mal à l'UQAM, ce qui fait qu'en 2006, on a commencé l'élaboration d'une maîtrise en orthopédagogie. Ça a pris 4 ans avant que ça soit agréé et par la CREPUC et par le MELS. C'est la seule maîtrise spécifiquement en orthopédagogie au Québec. Dans d'autres universités, ce à quoi on a assisté, c'était des maîtrises en éducation avec une spécialisation en orthopédagogie, mais où chacun, finalement, mettait ce qu'il voulait dedans sans agrément externe. Vous comprenez la situation. Donc, c'est pas inintéressant d'être au courant de ça. Maintenant, la table MELS Université, qui regroupe finalement des représentants du ministère de l'Éducation, maintenant c'est de l'enseignement supérieur parce que la formation des enseignants relève plus du MELS, mais bien du nouveau ministère de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec l'ensemble des universités du Québec, a créé un comité de travail que je co-préside avec Louise Poirier, la doyenne de l'Université de Montréal, de la faculté d'éducation. Il y a un comité de travail qui regroupe des représentants de l'ensemble des universités en vue d'établir des balises pour la formation. À l'heure actuelle, tout le monde semble s'entendre pour le fait que ce soit une maîtrise, parce qu'on voit qu'au premier cycle, on n'y arrive pas. Puis, une maîtrise à l'attention de personnes qui ont déjà un baccalauréat en enseignement, parce que puisqu'on parle d'enseignement spécialisé, c'est important qu'il y ait à la base une formation en enseignement général. Donc, c'est vraiment la logique. Idéalement, les enseignants d'adaptation scolaire, sinon, comme à l'UQAM, on demande une propédeutique pour aller chercher justement la base nécessaire. Donc, ce sont des travaux, ça, je vous dirais, fort importants. Puis, actuellement, les définitions que ce comité-là va apporter divergent un petit peu de ce que l'Association des orthopédagogues du Québec avait mis. Et il y a justement tout un travail de validation qui se fera à partir du référentiel de compétences travaillé par les universités avec l'Association des orthopédagogues, puis ensuite de ça avec les syndicats, les représentants des fédérations des commissions scolaires. Et je crois qu'on devrait aussi inviter les gens du poste secondaire, puisque dans la formation actuelle, il y aura cette attention-là aux populations qui sont rendues au cégep et à l'université. Donc, pour ce qui est de la contribution dans les universités maintenant, donc, avec l'arrivée au poste secondaire d'étudiants ayant des difficultés, ça appelle justement un positionnement différent des orthopédagogues. C'est intéressant peut-être de situer ça dans une perspective historique. Vous savez qu'avant les années 60, moins d'un Québécois sur 2 complétait sa 6e année au Québec. C'est assez phénoménal le chemin qui s'est fait depuis. Puis, on voit justement que dans cette foulée-là d'accessibilité, il y a eu, avec la réforme, justement, un accent mis sur non plus juste l'accessibilité pour tous, mais également la réussite pour tous. Puis écoutez, il semble que avoir les statistiques que Sylvain nous a présentées tantôt, ça fonctionne. Quand on voit finalement le nombre d'enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers se rendre au collégial, se rendre à l'université, je pense que tout le système d'éducation peut être fort content de ces progrès-là qui permettent, dans le fond, aux personnes de poursuivre leur formation, donc de se développer, puis de mieux contribuer à la société. Donc, évidemment que, étant donné, vous avez vu tantôt les statistiques, si on regarde du côté du préscolaire, primaire, secondaire, c'est clair que pour l'ensemble des populations ayant des besoins éducatifs particuliers, la clientèle des troubles d'apprentissage et des difficultés d'apprentissage est celle dont la prévalence est la plus grande. Quand on arrive au post-secondaire, je voyais dans les statistiques que Sylvain présentait tantôt que ce sont les TDAH, avec 19 %, mais suivis justement par les difficultés incluant les troubles d'apprentissage. Donc, c'est une proportion de la population des étudiants en situation de handicap pour lesquels on a besoin effectivement d'aide particulière. Donc, actuellement, je vous dirais que la leader des travaux en orthopédagogie, c'est Ruth Filion, qui a été, moi, la première fois que je l'ai vue, c'était à un congrès de l'AQUETA, l'Association québécoise des troubles d'apprentissage. Ruth faisait une présentation, elle était la seule en milieu universitaire et travaillait à ce moment-là à l'Université d'Ottawa, a fait son doctorat par la suite, puis maintenant est professeure régulière à l'UQAM, l'Université du Québec en Outaouais. Puis Ruth, avec des collègues de l'UQAC et de l'UQAM, finalement a soumis un projet FODAR, qui est le Fonds de développement académique du réseau de l'Université du Québec, pour justement développer, faire une recherche sur les services en orthopédagogie en milieu universitaire. Donc, ce seront des travaux à suivre qui sont en cours actuellement. Ruth, puis là, j'ai vraiment repris parce que
Elle est vraiment la spécialiste. Je ne suis pas la spécialiste de l'orthopédagogie en milieu universitaire, bien que j'en sois une fervente convaincue. Ces étudiants ont des besoins diversifiés, puis qui demandent évidemment différentes modalités d'adaptation. Ils ont reçu des services au primaire ou au collégial. Ils ont besoin d'accompagnement à l'université. Puis en milieu universitaire, ça consiste à bien identifier les différentes situations de handicap et leur impact sur la scolarité, développer un plan d'apprentissage individualisé dont la finalité de permettre à l'étudiant de continuer sa scolarité dans des conditions optimales, offrir des accommodements aux étudiants en prenant en compte les particularités et les finalités de leur programme d'études, puis assurer un soutien personnel enseignant, professeur, chargé de cours. Tantôt s'interroge quant à la légitimité des accommodements ou souhaiterait discuter d'accommodements plus respectueux des modalités ou exigences du programme, éventuellement aussi la collaboration avec d'autres professionnels et du personnel de soutien. Donc, contribution aussi toujours dans les universités. Donc, ici, à l'UQAM, je dois vous dire que dans le cadre notamment de la maîtrise en orthopédagogie qu'on a développée, on est à élaborer un projet pilote de centre de service en orthopédagogie. On a voulu éviter le terme clinique pour éviter l'aspect médical. Puis on a choisi centre de service parce que ça pourrait être à l'attention d'étudiants justement du post-secondaire, donc du milieu collégial, du milieu universitaire également. Puis ça pourrait aussi permettre d'offrir des services à des professeurs, des enseignants qui souhaiteraient, dans le fond, ou d'autres professionnels œuvrer avec les orthopédagogues pour mieux soutenir les étudiants en situation de handicap au regard de difficultés d'apprentissage. Donc, comme on le voit, les interventions peuvent être directes auprès des étudiants, mais en collaboration aussi avec d'autres personnes. Puis, c'est important que ces étudiants-là puissent compléter les études universitaires si elles le veulent, et finalement, si elles le peuvent, moyennant justement différentes modalités de soutien. Donc, c'est vraiment très pertinent de poursuivre ces travaux-là. Puis, dans le cadre du centre de service, c'est clair que nous, il y a des étudiants qui doivent faire, dans le cadre de la maîtrise, une activité de synthèse à la toute fin du bac. Ceux qui sont en lien d'emploi dans les commissions scolaires peuvent, ou d'autres milieux, ça peut être hospitalier ou clinique privée, peuvent faire leur stage dans leur milieu de travail, mais on en a de plus en plus qui font le passage direct de bac-maîtrise, puis qui n'ont pas nécessairement de milieu de travail, puis qui pourraient s'intéresser justement à développer une expertise spécifique pour l'orthopédagogie auprès des étudiants du post-secondaire. Donc, faisant leur stage dans le cadre de la clinique, dans le fond, peuvent développer l'expertise spécifique. Les professeurs qui les encadrent pourraient mener des travaux de recherche aussi permettant de développer tout ce champ-là, qui est un champ nouveau, comme on vient de le voir, on l'a constaté pour tout le monde, hein, c'est une avenue nouvelle. Donc ça, c'est, je vous dirais, fort intéressant. Dans le cadre de la loi 21 aussi, je vous dirais que jusqu'à présent, il est clair que pour ce qui est de l'activité en milieu préscolaire, primaire, secondaire, pour l'évaluation, l'identification des enfants, on n'a pas besoin d'une identification diagnostique posée par des professionnels ayant ordre professionnel. Profession du Québec a accepté de reculer, ce qui est semble-t-il pas rien, puis ont attaché ça aux difficultés d'adaptation. Puis, suite à ça, pour le post-secondaire, ils ont tout de même maintenu l'exigence d'une identification faite par des personnes ayant un ordre professionnel, mais l'Office s'était engagé à finalement former un comité sur l'orthopédagogie de façon à ce que les orthopédagogues dûment formés puissent aussi procéder à l'identification des étudiants ayant des difficultés d'apprentissage au post-secondaire. Et l'Office des professions a tenu une première rencontre il y a quelques semaines. Donc, ces travaux-là sont amorcés. Éventuellement, ça veut dire que les orthopédagogues dûment formés pourraient, pour cette clientèle-là, poser l'identification diagnostique nécessaire. Donc là, je pense que c'est quelque chose de fort intéressant, alors que d'autres professionnels nous disaient, ben nous, c'est pas du tout notre champ, ça nous embête plus que d'autres choses. Là. Donc ça, je pense que c'est un pas en avant. Il faut vraiment toujours veiller à ce que les choses se déroulent comme il faut, sinon à intervenir adéquatement. Donc, écoutez, je pense que avec ça, il y a un élément peut-être que j'ajouterais, c'est cette idée, dans le fond, de lier en milieu postsecondaire, notamment à l'université, l'idée de formation avec l'enseignement, formation, recherche et service à la collectivité. En ce sens-là, le Centre de services en orthopédagogie va vraiment permettre d'allier les trois. Je pense que l'Université de Montréal a un projet analogue,
je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des commentaires à ce moment-ci. C'est bon? Parfait. Et merci beaucoup. Le temps de reprendre le café. Le temps de vous réchauffer avec un nouveau café et on passe à l'autre présentation. Dolores Otero, ça sera pas tellement long. Si vous voulez vous installer, on va reprendre. Bonjour tout le monde. Comme troisième conférencière aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter à entendre dans la thématique droit à l'éducation Dolores Otero. Dolores Otero est directrice du Centre des services d'accueil de soutien socio-économique des services à la étudiants. C'est également la directrice du service de soutien aux étudiants en situation de handicap. Donc, elle va nous présenter aujourd'hui la politique d'accueil et d'intégration des étudiants handicapés qui datait de 1987, qui maintenant s'appelle politique d'accueil de soutien aux étudiants et étudiantes en situation de handicap, qui a été revue en 2007, telle que je l'ai présentée en introduction. On a pris un peu de retard et à 11 heures, normalement, on a les gens de la Commission des droits de la personne et l'enseignante Michel Turenne pour nous faire une autre présentation où on pourra dépasser le centre de problème. Oui, écoutez, bonjour, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce matin, quoique je souffre un peu du syndrome d'Alain Foster. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est tout à fait récent que le service d'accueil des étudiants en situation de handicap soit un peu sous ma responsabilité, pas que le grand responsable est Sylvain, puis les membres de l'équipe sont là. Aussi parce que cette politique, en fait, qui démontre toute l'importance que met l'UQAM à avoir des mesures, avoir des règles pour que les étudiants vivant des situations de handicap
puisse diplômer prend toute son importance. Mais ce sont les gens qui étaient là avant moi qui ont participé à ça. Il y a eu des recommandations justement de l'Ombudsman, du bureau de l'Ombudsman. On remercie bonjour, notre Ombudsman d'être ici aujourd'hui. Donc, on voulait surtout vous expliquer l'importance que l'UQAM se soit doté d'une politique. Je veux dire, ça met en force vraiment, mais en fait, ça nous dépasse, nous, au niveau de nos pratiques. Ça veut dire que c'est une politique institutionnelle. Ça fait partie des politiques, des règlements de l'UQAM et ça guide nos actions, ça guide nos pratiques, ça nous ancre vraiment dans ce qui est le plus important, puisque cette politique-là a été adoptée par le conseil d'administration. Il y a eu des amendements à cette politique. Suite à cela, il y a un comité qui a été formé. Sylvain en a glissé un mot tantôt, mais ce qui nous amène à réfléchir vraiment, à voir quelles sont les actions que nous posons et aussi à rendre les comptes, ce qui est très important. Donc, on est toujours dans le développement des choses. Je voulais justement vous faire part d'un petit point de vue personnel. Tout à l'heure, Mme Brodeur nous parlait de ce que nous étions dans la vie et nous provions. Moi, je suis l'enseignante donc, de formation. J'ai enseigné au niveau préscolaire, primaire, à l'université. Et je voulais vous raconter juste une petite anecdote qui nous dit que on change dans nos perceptions. Nous sommes rendus ailleurs. Quand je vais commencer avant. Et vous allez comprendre parce que les enjeux des politiques, des mesures que nous sommes en train d'implanter font évoluer la société. Je suis née en Espagne, d'accord? Je suis arrivée au Québec à l'âge de 6 ans. Quand je suis arrivée au Québec, je trouvais ça vraiment extraordinaire. C'était un nouveau pays, Et je retournais souvent durant l'été en Espagne, et quand je retournais, je voyais plein de gens qui étaient handicapés, qui avaient toutes sortes de problèmes, qui étaient dans la rue. Et quand je revenais ici, j'en voyais pas. Ça, c'était la fin des années 60. On s'est dit que la Révolution tranquille a beaucoup poussé. Et je me disais, mon Dieu, quelle chose extraordinaire. Ici, il n'y en a pas de gens malades. Il n'y a pas de gens malades. C'était avant de nous rencontrer. C'était avant de nous rencontrer. Mais vous voyez, on est vraiment ailleurs. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé en 79 moi aussi, et j'ai commencé à la maternelle. Et vous savez, on fait toujours des journées d'accueil à la maternelle avant que les élèves viennent, on les rencontre, un par un, avec les enfants. Et il y a un parent qui m'avait appelé pour me dire, écoutez, j'aimerais vous rencontrer vraiment toute seule après 5 heures, donc plus tard, j'aimerais qu'on se parle. Alors qu'il amène aussi son petit garçon qui devait commencer la maternelle. Et puis il me disait, écoutez, ça va bien se passer, vous allez voir. C'était un enfant charmant, puis c'était vraiment un beau garçon. Et en fait, il nous l'a pas dit, mais de fil en aiguille, moi, c'est sûr, je l'ai accueilli dans ma classe. C'était un enfant qui souffrait d'autisme à cette époque-là. Et lui, il voulait qu'il soit dans une classe régulière. Alors, jeune enseignante, naturellement, qui prend chaque enfant là où il est, chacun avec leur difficulté. C'était un enfant qui était quand même capable de faire des petites choses, sauf qu'il était omnibulé par les cheveux des enfants. Alors, cet enfant-là, je l'ai gardé dans la classe pendant plusieurs mois, jusqu'à temps que mes collègues et le syndicat bonjour! Les gens du cours vont parler. Dans 10 minutes, ça vous va? Dans combien? 10 minutes? Ok, merci. Il y a du café puis du jus. Ok, merci. C'est juste du café et du jus.
Dans 10 minutes? Oui. Alors jusqu'à temps que le syndicat nous oblige à le retirer de la classe. Je veux dire que c'était en 79. Aujourd'hui, je pense que c'est la journée de l'autisme aujourd'hui. Oui. Nous sommes loin de là. Hein? Aujourd'hui, je pense que les mesures qui ont été faites justement par l'Office des droits de la personne, par nos institutions qui décident vraiment de comprendre l'importance de contribuer au développement de la société, ont aussi à mettre ces politiques-là, ces règles-là pour faire avancer la société. Donc, nous sommes vraiment ailleurs et ce qui me fait extrêmement plaisir aujourd'hui d'être responsable de ce comité. Nous allons vous transmettre notre... c'est bien le PowerPoint. En fait, ce que nous avons fait, nous avons ressorti du PowerPoint tous les éléments de la politique comme telle. Donc, vous pourrez les avoir et voir quelles sont vraiment d'importance. Alors, pour l'UQAM, pourquoi dans le préambule, je veux dire, c'est inscrit comme ça, l'adoption de cette politique en matière d'accueil et de soutien des étudiants en situation de handicap permet à l'université de réaffirmer clairement l'intérêt qu'elle porte à cette question, d'énoncer ses objectifs en la matière et d'informer l'ensemble des membres de la communauté universitaire. Puisque, comme le disait si bien Sylvain, les étudiants en situation de handicap, ce n'est pas les étudiants du service, c'est les étudiants qui sont à l'université. Quand les étudiants diplôment, ils diplôment de l'université. Ils ne diplôment pas du service de l'accueil du soutien aux étudiants. Vous comprenez? Alors, ça, c'est fondamental. Et nous, dans nos enjeux, dans ce que nous avons à développer, nous avons à continuer à travailler là-dessus, dans cet aspect-là, à sensibiliser les gens, à les aider, à les soutenir dans leur compréhension de ce qu'est un étudiant en situation de handicap, qu'il est capable, avec des accommodements, de réussir. Alors, le préambule, il est vraiment très important puisqu'il cadre vraiment la politique. Donc, c'est sûr que cette politique-là, elle est assise sur des références sur les politiques des gouvernements, sur les politiques des droits de la personne, et entre autres, oui. Est-ce que votre politique est sur votre site? Oui, politique 44. Politique 44, elle est là. Oui, puis vous allez la voir aussi, avec le PowerPoint, vous allez avoir tous les éléments. Mais elle est sur notre site de l'UQAM. Oui. Alors, en fait, ce que cette politique-là, oui, c'est ça, elle reconnaît l'égalité des chances. Hein. Je vous amène au dernier point. Donc, sans discrimination ni privilège aux étudiants en situation de handicap. Ça lui donne des accès aux ressources du campus et à la communauté universitaire, des ressources pédagogiques, administratives et humaines. Tout ça, là, ce que ça veut dire, c'est que vraiment, pour accompagner les étudiants dans la réussite de leurs études, tout le monde doit être mis en contribution, mais de bien comprendre les choses. En fait, il y a des balises qui sont là, des mesures qui sont mises en place. Ce n'est pas à l'avenant de chacun. Hein. Bon, c'est moi, comme professeur, par exemple, je décide que dans ma classe, je peux aider l'étudiant de cette façon. Non, parce que peut-être qu'on peut lui nuire, peut-être qu'on peut... alors, c'est vraiment d'établir, de cadrer bien les balises dans lesquelles on est au travail. Bon, comme je vous disais, c'est les différentes chartes, les différentes politiques. C'est une reprise de ce que tu nous as fait. Donc, les objectifs de cette politique-là, sensibiliser à l'accès aux études universitaires, mettre en place des mesures d'accommodement, offrir un soutien, une assistance personnalisée, naturellement tout ça dans leur développement de leur projet d'études, établir une concertation entre tous les intervenants académiques et administratifs, encourager les unités de programme à faire tous les efforts pour faciliter la réalisation des projets d'études et collaborer avec tout le monde, là, les enseignants, à définir aussi, à établir la charge de travail et les conditions des passations des examens
examens, parce que comme vous le savez, passation des examens, c'est bien, vous en avez fait largement mention tantôt, c'est tout comment je peux dire, c'est tout un travail. C'est un défi. Oui, un grand défi à faire. Alors, la politique, elle a été amendée, je pense que c'est en 2005, oui, pour introduire le comité institutionnel pour l'accueil et le soutien des étudiants. Donc, à ce comité-là, on tente, comme c'est inscrit dans la politique, c'est vraiment un comité institutionnel. Donc, ce comité-là, il a un mandat, il a des obligations et il doit rendre compte de ses travaux. Donc, il peut former un sous-comité, il peut inviter des gens, il peut réfléchir sur différents objets et en rendre compte, rendre ses recommandations à la commission des études, au comité des services à la vie étudiante et éventuellement pouvoir continuer à développer des objets pour les étudiants en situation de handicap. Alors, on est tenu par ça. C'est là que prend toute l'importance du comité et de la politique et que ça nous aide, nous, comité, à travailler avec tous les membres de la communauté. Vous savez, en leur disant, cette politique-là, elle est importante, là. Elle est là, elle fait partie de notre institution et vous aussi, vous devez y contribuer. Ça nous donne une force et une importance. Alors, tout ça nous aide, bon, c'est sûr, à voir quelles sont les activités que nous menons, quelles sont les priorités institutionnelles, comment nous évaluons aussi les choses et, comme je vous dis, faire rapport. Bon, je vous l'ai dit en gros, là, c'est exactement... donc, il y a des membres qui sont nommés d'office. Entre autres, bon, le responsable du service de l'accueil, chez nous, c'est Sylvain. En fait, ici, on va faire un autre petit amendement à la politique parce que les services à la vie étudiante ont eu une réorganisation et depuis 2 ans maintenant, bon, il y a eu la formation d'un centre des services d'accueil et de soutien socio-économique sur lequel le service s'est greffé. Donc, pour justement, donc, disons que c'est moi qui est maintenant la directrice et qui fait partie du membre nommé là, du comité. Donc, nous avons des doyens, des directeurs de services, des représentants des étudiants, des représentants du comité exécutif des associations étudiantes et des étudiants en situation de handicap. Pourquoi c'est nommé comme cela? C'est vraiment parce qu'on souhaite que les différents intervenants, tant les académiques que les étudiants, parce que les assos aussi, hein, c'est important que tout le monde comprenne que nous travaillons tous au même développement des mesures, des activités auprès des étudiants en situation de handicap. Alors, bon, le mandat du SACEJ, c'est le service. Alors, dans la politique, c'est écrit aussi. Donc, on est vraiment très, très, très ancré, très légitimé, si je peux le dire, à l'intérieur de cette politique. Oui, ça répond peut-être à la question d'un participant tantôt. La partie de la politique qui fixe le mandat du service donne bien les responsabilités que nous, on a à l'égard de l'étudiant. Il y a une politique également qui dit les responsabilités de l'étudiant à l'université. Donc, ça permet, comme l'événement dans lequel on participe, faire partie d'un des mandats du comité institutionnel, c'est-à-dire de faire des événements de sensibilisation. Ça peut prendre la forme qu'on veut, mais ça s'inscrit dans une obligation de faire des trucs comme ça. Donc, ça permet de savoir à qui appartient le rôle et pourquoi on fait ça. Ça fixe bien les enjeux et principes pour l'ensemble des intervenants. Donc, on travaille à tous les niveaux aussi, même au niveau de la recherche comme telle. Ça dit que le service doit aussi travailler en complémentarité avec l'Office des personnes handicapées, avec la Commission des droits de la personne. Donc, si on est appelé à siéger, politiquement, on doit y aller, parce que ça fait partie d'une vision institutionnelle que ce service-là soit représenté à l'extérieur. Alors, oui. Est-ce que vous avez trouvé restrictif de vous imposer cette politique-là d'accueil aux étudiants?
En fait, je dirais Pierre Daniel, elle n'est pas restrictive. Elle était là depuis 85, mais on l'avait comme un peu oublié. Ce qui est plus exigeant, c'est de l'opérationnaliser. Et on peut le faire à petite échelle, c'est-à-dire que tout le monde a une responsabilité. C'est ça la participation sociale, y compris le concierge, y compris le recteur. Ils sont interpellés à avoir une responsabilité à l'égard des services. Et ça, on y est arrivé, mais on y est arrivé en revenant constamment. Et le but, ça serait d'y aller encore plus grand. L'autre partie, c'est avec les facultés et les professeurs. Mais je pense que c'est comme n'importe quoi, c'est un travail qu'il faut remettre de l'avant. Mais au moins, il nous donne un ancrage puis un input. Moi, ce que je dirais, c'est le contraire. Au contraire, ça nous donne les moyens, on peut se faire... Les réalisations par elles-mêmes. Oui, c'est ça, les réalisations par elles-mêmes, mais cette politique-là amène tout le monde à participer, à se comprendre, à s'asseoir à la même table, à la limite, pour savoir qu'est-ce qui en est. Moi, je le vois autrement. Je ne trouve pas que c'est restrictif. Au contraire, je trouve que ça nous appuie énormément. Énormément, parce qu'on dit, nous, notre institution, voici, là, elle a écrit. Et donc, pour vous aussi, là, vous avez à y participer. Et elle s'arrime la politique sur plus grand que nous. Elle part de la loi sur l'exercice du droit des personnes handicapées en passant par la Commission des droits de la personne. Donc, dans un conflit entre un étudiant et un professeur, on peut dire, écoutez, voilà les balises, voilà ce qui est dit des rôles de chacun. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir à tout facilement, là. Mais au moins, c'est une mission plus grande que juste moi comme individu, puis plus grande que juste le service que je coordonne. Elle invite tout le monde à contribuer. Oui, Madame Annette. Pour donner de la distance, souvent, au niveau de la communauté, c'est que ça donne la crédibilité à toutes les actions qui sont faites. Sinon, c'est un service comme un autre qui est fait comment. Puis là, en faisant un message clair au niveau du conseil d'administration de l'université et en disant c'est à ce service-là qu'on donne le mandat de s'occuper de ça, mais quand ils rencontrent la communauté, ils ont... C'est ça, c'est très clair. C'est un service qui, pour nous, c'est vraiment le plus clair et appuyé. Et la preuve, vous savez, souvent, les réalisations qui ont été faites, alors déménagement du service avec Les services étaient trop petits. Trop petits, l'aménagement d'un laboratoire de technologie adaptée, l'aménagement d'une salle de repos, l'aménagement d'une toilette adaptée, l'installation d'un aide-personne, donc la vision de la politique les amène à aller plus loin, et le développement de partenariats à l'interne et à l'externe, donc à l'interne avec tous nos services, avec les facultés, avec les différents programmes, et à l'externe avec les différents groupes. Nous faisons des journées de sensibilisation, la semaine citoyenneté handicap à laquelle on participe, des colloques à l'international. Mais je vais vous dire, c'est vraiment de plus en plus ancré. Je vais juste à titre d'exemple vous dire qu'on a eu un budget, un montant d'argent qui a été budgété. Et le service des immeubles qui souhaitait faire des aménagements et qui l'ont présenté à leur vice-rectrice. La vice-rectrice a dit non, c'est pas à vous de le faire, c'est le service de l'accueil des soutiens aux étudiants en situation de handicap qui va décider de quels sont les besoins. Donc, vous allez travailler avec eux pour le faire. Ça nous apporte une grande... Il n'y a pas un immeuble qui est en rénovation qui ne passe pas dans notre bureau. Oui. Donc, tout le monde économise et tout le monde finit par comprendre pourquoi l'importance. Et ça, c'est un beau partenariat qui n'avait pas... Alors, on l'a fait en cours, vous comprenez un peu l'idée. Maintenant, dans nos perspectives, c'est que nous devons quand même toujours continuer à créer des liens, à comprendre. Pour nous, on a développé 3 axes de développement. Donc, au niveau de l'accessibilité architecturale, parce que même si on sait que nous avons de plus en plus d'étudiants qui sont en situation de handicap non visible, il y a quand même tous les aménagements. On peut dire qu'avec le service des immeubles, nous avons un très bon partenariat, une très bonne collaboration. Donc, on veut continuer à le faire, puis à développer des approches aussi avec d'autres services. Au niveau des conditions d'apprentissage, bien c'est sûr que c'est de continuer à travailler avec la communauté enseignante
donc avec tous les professeurs et charges de cours, avec les assistants de gestion de programme, qu'on puisse voir comment on peut développer, en fait, les sensibiliser, qu'ils comprennent, travailler à la compréhension du travail que nous faisons. Puis avec nos partenariats externes, aussi de pouvoir continuer à développer des projets et des mesures qui nous font aussi avancer. Écoutez, tout ce travail-là, est fait avec un grand nombre de personnes, mais je voudrais en profiter pour vraiment remercier l'équipe du service, donc qui sont ici pour le travail vraiment qu'ils font à tous les jours, d'accompagnement auprès des étudiants, qui participent à mieux faire comprendre les situations d'handicap. Alors, merci à vous tous. Et je voudrais aussi faire une petite mention spéciale à Mme Binette, qui aussi nous aide grandement à faire avancer les idées et les mentalités. Merci. Pour le préciser, Mme Binette est l'ombudsman de l'UQAM. Donc, ça vous donne une idée. On travaille beaucoup en collaboration. En fait, on s'est dit, travaillons en amont pour éviter les plaintes qui se rendent à l'ombudsman et vice-versa, pour le bien-être de tout le monde. Période de questions? Oui, il y avait des questions. Oui. Oui, au niveau du partenariat par rapport à la genèse de la politique, est-ce que la collaboration était déjà là? Est-ce que le comité était déjà diversifié ou c'est parti plus des conseillers qui travaillaient? Non, c'est parti de la politique. Hein. Le comité, c'est vraiment parti de la politique qui l'a vraiment entré en place. Merci beaucoup. Si vous voulez prendre un café, je vais inviter nos deux prochains conférenciers. Le temps de me mettre. Qu'est-ce que j'en fais? Le temps de vous installer, on va reprendre. Oui, oui, non, je reste. Je suis vraiment. Bonjour, bienvenue à la dernière conférence qui va boucler le premier avant-midi de la semaine handicap et citoyenneté. On a le plaisir en fait de vous présenter deux personnes. L'objet de la semaine citoyenneté et handicap était aussi de lier un professeur avec quelqu'un de l'interne ou de l'externe. Donc on a réussi pour ce bloc-ci à jumeler une enseignante que je ne connaissais pas, mais que je suis sûr que je vais grandement apprécier, qui est Michèle Turenne, chargée de cours au département des sciences juridiques de l'UQAM et avocate à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Et elle vient également avec Daniel Ducharme, qui est chercheur à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Il a également travaillé, M. Ducharme, avec une autre collègue, Mme Magloire, sur l'obligation d'accommodement raisonnable dans les cégeps qui a été déposée en mai dernier par la Commission. Donc, je leur cède tout de suite la parole pour leur présentation qui s'appelle « Droit à l'éducation. Qu'en est-il de la notion d'accommodement raisonnable à l'université ?» Et je les remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Alors, donc, bonjour à tout le monde. Bon, la moitié de l'auditoire est composée des étudiants du
du Code droit racisme et discrimination. Alors donc, aujourd'hui, dans le cadre de ce séminaire-là, on va parler de la question de l'éducation, la notion d'accommodement raisonnable, la notion d'accommodement raisonnable dans le sens large comme étant un droit rattaché au droit à l'égalité dans tous les services, un droit qui est rattaché avec l'application des chartes tant canadiennes que québécoises. Alors donc, dans ce cadre-là, moi, je puisse présenter la question de l'égalité, de comment ça s'articule au niveau du droit substantif. Et puis, mon collègue Daniel Duchamp va plus parler au niveau pratico-pratique, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre d'une étude qui a porté sur l'accommodement au niveau collégial et des constats qui peuvent s'appliquer au milieu universitaire. Alors donc, je commence avec le préambule de la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec, alors qu'il dit, considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques destinés à assurer sa protection et son épanouissement, et que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité. Alors donc, ce qui est très important et qui revient dans toutes les chartes internationales, canadiennes ou québécoises, c'est la question de l'égalité qui est liée avec la question de dignité. Et donc, dans la question de handicap, ce qui revient souvent, c'est toute la question de comment la personne en situation de handicap a droit à l'égalité et doit exercer ce rapport avec l'égalité dans un contexte de respect de sa dignité. Alors, l'article 10 de la Charte protège contre la discrimination. Alors donc, précisément, on dit contre le handicap et l'utilisation de moyens pour pallier ce handicap. Alors donc, quand on dit moyens pour pallier le handicap, c'est assez clair, mais on verra les nuances tout à l'heure. Mais pour pallier le handicap, ça veut dire tout ce qu'on doit prendre comme moyen pour aider que la personne puisse exercer son droit de façon égalitaire. Ça veut dire donc tant les moyens physiques, fauteuil roulant, ouverture des portes, etc., que des moyens qui peuvent être l'apport d'une personne. Donc, par exemple, un étudiant en difficulté, un orthopédagogue, un psychothérapeute, un neurologue, un orthophoniste, etc. Alors, donc, ça va être tous des moyens qu'on va mettre pour que la personne puisse pallier à son handicap. Donc, ça va être considéré comme un moyen pour pallier au handicap, même les personnes qui viennent en aide à la personne dans cette situation. La Charte canadienne aussi protège ce droit-là. Alors donc, les mêmes conditions s'appliquent et les mêmes motifs. Mais si vous voyez, au lieu de dire handicap et moyens pour parler au handicap dans la Charte canadienne, on va dire déficience mentale ou physique. Alors donc, on va dire déficience mentale ou physique. Et effectivement, oui, ça inclut le handicap et ça inclut les moyens pour pallier le handicap. Ce n'est pas défini dans la Charte canadienne, mais la jurisprudence, ça veut dire les jugements qui ont été faits en vertu de la Charte canadienne, ont interprété de la même façon handicap que pour la Charte québécoise. Le deuxième paragraphe de la Charte canadienne précise en plus que si on fait des programmes différents pour aider des personnes en situation de discrimination, cela ne constituera pas de la discrimination. La Charte québécoise aussi l'applique, mais ça a été plutôt développé par la jurisprudence. Alors donc, ce qu'on voit dans ce deuxième paragraphe, c'est que par exemple, effectivement, prendre des moyens pour pallier au handicap, donner des minutes de plus pour une personne en difficulté d'apprentissage pour faire un examen, lui donner des moyens pour pouvoir étudier avec des personnes ressources. Alors donc tout cela, ça va être lui donner par exemple même un examen fait maison parce que la personne ne peut pas se déplacer alors que le reste de la classe va le faire en classe. Ça va être tous des moyens pour pallier au handicap et donc oui, ça peut être différentiel, mais ça va être fait dans un but d'accès à la pleine égalité de la personne qui est en situation de handicap.